Victoire Finaz a inventé sa profession, chocologue, une science qui permet la connaissance du cacao, de sa culture à sa consommation. Pour déguster cet or noir incroyable et l'apprécier, elle met en éveil tous ses sens, dont bien sûr celui de l'olfactif. Pour vous, j'ai puisé, d'ailleurs dans son livre Chocolat du plaisir à la santé, un petit exercice à réaliser. Prenez un carré de chocolat, mâchez-le en vous bouchant le nez, laissez-le fondre sans l'avaler et libérez vos narines. Vous expérimentez la rétro-olfaction. Dans cet épisode, Victoire Finaz nous partage cette passion qui l'anime depuis toujours et nous transporte dans ses souvenirs d'enfance où les arômes chocolatés sont source de plaisir mais aussi de rencontres et de tant d'autres choses qu'il est bien difficile d'en faire le tour. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Victoire. Bonjour Charlotte. Merci de m'accueillir dans ta boutique rue Faraday, au 9 rue Faraday, dans le 17e plaisir. Arrondissement. Merci de venir dans cet univers chocolaté. Ça sent bon. On m'a déjà fait goûter un chocolat d'ailleurs. Ah, très bien. Et on m'a présenté un petit peu. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment tu en es venue à être chocologue? Et qu'est-ce que c'est qu'une chocologue? Alors j'en suis venue à devenir chocologue parce qu'en fait j'ai identifié un métier qui n'existait pas mais qui m'intéressait énormément et qui mettait en avant quelque chose qui était très fort chez moi, c'est la sensorialité. Et donc du coup je me suis amusée à créer ce mot chocologue. Ça c'est vraiment l'histoire. Tu es unique, il n'y a qu'une chocologue, oui, c'est vrai Victoire. Que je suis unique à en avoir fait vraiment une vocation et un métier. Après il y a plein de gens qui dégustent le chocolat, évidemment. Il y a beaucoup de personnes passionnées déjà par le chocolat et des personnes très connaisseuses. Mais c'est vrai d'en avoir fait une activité professionnelle, d'expertise et aujourd'hui de pédagogie, c'est vrai que je suis la seule. Alors comment je suis arrivée? C'est parce que justement tu vois je voulais travailler dans le parfum. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire du marketing sensoriel. Et donc, pour aller vers ce métier, j'ai décidé de faire des études de psychologie parce que ce qui m'intéressait dans le marketing, c'était la partie émotionnelle, la partie humaine. Ça m'intéressait de comprendre comment l'être humain vibre, comment il perçoit les choses. Et donc, du coup, je me suis dit, au lieu de faire une école de commerce, j'aimerais faire psycho. Donc, je rentre à Psychoprate avec le concours. Et donc là, je fais 5 ans d'études. Et c'est vrai que j'étais que des personnes qui voulaient être cliniciennes, travailler en hôpital et tout. Donc, je me sentais un peu décalée dans mon projet. J'imagine. Mais voilà, j'avais quand même déjà avec cette envie de travailler autour du chocolat ou pas du tout? Pas encore. C'est venu plus tard. C'est parce que je suis allée au salon du chocolat quand j'étais en 3e année, parce que j'adorais le chocolat. Et en fait, une copine me dit, mais tu devrais aller au salon, c'est ton univers. Je dis, mais t'as raison, mais je pense que je vais être tellement frustrée d'y aller qu'une journée, il faut que je travaille dessus. Du coup, j'ai appelé tous les artisans qui exposaient en disant, si vous cherchez une étudiante, j'aimerais bien travailler pour vous. Et une personne m'a dit, ok, je suis intéressée. Pour eux, ça devait être aussi un peu atypique de recevoir une étudiante en psycho. Complètement, je pense qu'ils se sont demandé, mais c'est qui celle-là? Et en fait, il y a une personne qui m'a dit, ok, ça m'intéresserait que tu travailles avec nous, mais est-ce que je peux avoir une convention de stage? Et moi, je pensais sécher les cours. Donc du coup, finalement, je suis allée voir ma direction et je leur ai inventé un énorme pipeau, comme quoi je voulais faire ma thèse de psycho sur l'expertise en chocolat, qu'il fallait que j'étudie ma population, etc. Et qu'il fallait que je sois au salon du chocolat. Bref, j'ai obtenu ma convention de stage. J'ai vendu du chocolat pendant 5 jours et là, ça a été vraiment la révélation d'une vocation, en tout cas d'un amour, mais dingue pour le chocolat que j'avais déjà, tu vois. Mais là, j'ai découvert le chocolat comme un élément de dégustation. C'est-à-dire que vraiment avec des terroirs, avec des origines, de la botanique, des notes aromatiques. Et là, vraiment, ça a été une découverte. Et en fait, en fin de 5e année, quand j'ai dû faire ma thèse, j'ai vraiment fait ma thèse sur l'expertise en chocolat. J'ai lu aussi que tu es l'arrière-petite-fille d'un chocolatier lyonnais. Alors, est-ce que tu aurais ça dans tes gènes, en fait? Est-ce que c'est inscrit dans ton ADN? Je pense que c'est ça. C'est le chocolat qui coule dans mes gènes. Et quand j'avais d'ailleurs annoncé à une de mes grandes tantes que je me lançais dans le chocolat, elle avait été très émue parce que pour elle, c'était toute son enfance. Et en fait, la chocolaterie était vendue en 73. Donc même mon père, si tu veux, a été élevé dans la chocolaterie. Et on a été éduqués, si tu veux, avec ces histoires très fortes, ces odeurs qu'il nous racontait. Pour lui, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Et c'est fou comment, tu vois, des souvenirs ou des histoires peuvent aussi transmettre des perceptions de goût, d'odeur, visuel. Est-ce qu'il a une approche différente par rapport au chocolat, justement, avec cette enfance? Il est addict au chocolat. Il nous racontait beaucoup d'histoires qui, moi, m'ont toujours bercée. Et en fait, j'adore le chocolat depuis toujours. Mais je n'imaginais pas travailler
dans ce secteur parce que pour moi, c'était un objet de gourmandise et de plaisir et pas du tout un métier. Tu vois, quand t'es enfant, tu te rends pas compte qu'il y a des gens vraiment qui travaillent dans l'industrie du chocolat. Et donc, du coup, c'est vraiment avec cette thèse, si tu veux, que quand j'ai interrogé mes experts qui étaient des chocolatiers, des dégustateurs et mes novices d'une autre partie, ma grand-mère, des amis, quand j'ai comparé leur façon de déguster des tablettes de chocolat, je me suis rendu compte que les experts utilisaient leurs 5 sens pour déguster de façon très méthodique. Tu vois, je les ai interrogés un à un et en fait, ils avaient tous la même méthode. Quelle était cette méthode, justement? C'était de stimuler chacun des sens dans le même ordre. D'abord, ils regardent le chocolat. Après, ils le sentent. Ils cassent le chocolat pour l'écouter, pour voir si ça s'effrite. Et après, ils le dégustent. Et dans la dégustation, il y a la partie texture très différenciée de la partie goût. Et dans le goût même, tu as la partie saveur et après les arômes qui sont associés. Donc nous, on différencie beaucoup en analyse sensorielle vraiment la saveur du goût. Mais en faisant appel vraiment aux 5 sens. Voilà, donc on fait appel aux 5 sens. Et puis la deuxième grande différence, c'est qu'ils utilisaient un vocabulaire très nuancé en fait, très détaillé. Pas technique, ils ont jamais sorti un mot que je comprenais pas, mais ils étaient très très précis. Tu vois que la langue française est très riche aussi pour décrire les sensations. Et donc du coup, il y avait un panel de mots qu'ils utilisaient, c'était incroyable. Les experts utilisaient plein de mots pour les textures, soyeux, farineux, fondant, lisse, frais. Enfin, il y avait énormément de vocabulaire. Et pareil pour la couleur du chocolat, il y avait au moins 20 descripteurs. Acajou, marron, avec des reflets, c'est lumineux, c'est sombre. C'était passionnant et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que moi j'adore le chocolat, je savais pas du tout comment le déguster. J'en suis sûre qu'il y en aurait d'autres à côté de moi qui aimeraient apprendre. C'est un peu comme déguster un vin. En fait, chocologue, c'est l'œnologue du chocolat. C'est vraiment ça. J'ai justement créé ce mot en clin d'œil avec l'œnologie parce que en fait, je me rendais compte que je devenais un peu sommelier du chocolat. Et aussi, comme j'étais psychologue de formation et que je me suis passionnée pour le chocolat, véritablement passionnée, c'est-à-dire que tu peux être gourmande, mais quand t'es passionnée, c'est parce que je lisais énormément sur le chocolat, j'ai voyagé dans les plantations après ma thèse. Donc si tu as une passion, t'amène à faire des actions qui t'emmènent très loin et vers un niveau d'expertise. Je trouve. Tu vois, c'est vraiment la différence entre passion et juste aimer quelque chose. Et donc, du coup, j'ai développé cette passion. Je me suis vraiment dit, OK, je veux devenir experte. Et donc là, je me suis énormément inspirée de l'œnologie pour comprendre le chocolat, comprendre qu'il fallait que je connaisse la botanique, le process de transformation, l'analyse sensorielle. J'ai vraiment créé cette science qui est la chocologie. Et voilà. Et en fait, je me suis dit que chocologue, c'était un bon mix entre psychologue devenu spécialiste en chocolat et l'œnologue du chocolat. Justement, tu nous parlais des plantations. Tu es allé dans les plantations. Alors, je crois que tu as voyagé en Bolivie, Mexique, Guatemala. Est-ce que tu peux, d'une part, nous raconter est-ce que le cacao est différent en fonction de son terroir, là où il grandit, là où il pousse? Et est-ce que, olfactivement, tu peux déterminer son origine? Et quelles sont les étapes ensuite de la fève de cacao jusqu'à la boîte de chocolat? En fait, évidemment que chaque cacaoyer a sa typicité. Il y a énormément de variétés botaniques, beaucoup plus que dans le vin. On en compte des centaines. Donc, c'est très difficile à répertorier et on peut pas dire que tel goût correspond à telle variété. En fait, c'est un arbre qui se développe par des mélanges, par des fécondations, si tu veux, inter-variétés. Parce qu'en fait, ce sont des pollinisateurs qui viennent féconder les cabosses. Donc finalement, le cacaoyer qui peut être la mère porteuse peut avoir plein de petits fécondés par des mâles différents. Donc c'est incroyable parce que tu peux avoir une variété plein de demi-frères et de bisters sur un même arbre. Exactement. Tu peux avoir des variétés qui s'auto-fécondent. Donc là, c'est vraiment la même variété qui pousse sur l'arbre. Donc il y a déjà, au niveau botanique, il y a beaucoup de complexité. Et puis, c'est aussi la loi de la nature. C'est-à-dire que le goût va être influencé par la variété botanique de l'arbre, par le sol, par le climat. Donc tout ça, ça s'appelle le terroir. Mais le terroir, c'est aussi l'homme qui y travaille. Ce que j'allais te dire, c'est la façon dont il va récolter. Exactement. Aussi. Ouais, c'est la façon. Il y a une maturation, il y a... il faut récolter le fruit à maturité, ça c'est idéal pour avoir le meilleur goût. Après, tout n'est pas respecté, hein. C'est pour ça qu'il y a des différences de qualité et des différences de prix sur le marché du chocolat aujourd'hui. Ça s'explique aussi parce qu'il y a une attention plus ou moins importante apportée à ces étapes qui, pour moi, sont déterminantes sur la qualité. Qu'est-ce que ça sent? Moi, j'ai vraiment envie de me poser la question. Quand tu prends un fruit, du cacao, ça s'appelle la cabosse. Et en fait, de l'extérieur, ça sent pas grand-chose. Mais quand tu ouvres la cabosse, tu peux avoir différentes odeurs. Il y a des odeurs très fortes de végétal, de fleurs, d'artichauts, de pommes. Il y a un côté très végétal. Et après, tu peux aller sur le côté fruité. Parfois, quand tu ouvres une cabosse, ça peut sentir le yuzu, ça peut sentir le citron, le litchi, la banane. Donc déjà, il y a ces deux, je dirais, famille, catégorie aromatique dans l'ouverture de la cabosse. J'imagine ça assez sec.
Rien n'est sec dans le cacao. C'est toujours très humide, une cabosse. Et quand tu ouvres la cabosse, il y a le mucilage qui est la pulpe blanche, qui est très visqueuse, très juteuse quand elle est évidemment mûre. Hein. Il faut cueillir le fruit à maturité, c'est très important. Et donc, du coup, cette pulpe qui est juteuse, elle a un goût, elle, de litchi, de banane, de framboise, de groseille. C'est très acidulé. Parce qu'on peut la manger. Oui, tu suces le mucilage. Mais c'est pas avec ça qu'on fait le cacao. Non, ça, le mucilage, c'est un moyen pour fermenter. Donc c'est important, il a vraiment son rôle. Et en fait, quand on va fermenter le cacao, on va récupérer tout l'intérieur de la cabosse. Donc les graines qui sont finalement les pépins, qui vont devenir les fèves de cacao. Donc les graines avec le mucilage qui est autour, de toute façon qui est indissociable. C'est la pulpe qui est collée à la fève. Donc on récupère tout cet intérieur et dans un bac de fermentation, le mucilage va se transformer en alcool. C'est exactement la fermentation alcoolique du vin. Donc les bactéries mangent le sucre, dégagement de CO2 et création d'alcool. Et là, ça doit se sentir. Bah oui, donc ça sent quand même assez fort. Donc là, c'est anaérobique, c'est-à-dire que c'est étouffé, il n'y a pas d'air. Et ensuite de ça, au bout de 3 jours, on va commencer à brasser les fèves pour leur apporter de l'air et pour oxyder cet alcool qui va devenir un vinaigre. Donc c'est la deuxième fermentation du cacao qui s'appelle la fermentation acétique. Et c'est là où il y a la création des précurseurs d'arômes du cacao. C'est à ce moment-là, dans la fermentation acétique, que tu commences à sentir des effluves cacaotés. Et c'est surtout là où se crée le goût du cacao. C'est-à-dire qu'avant, quand c'est une étape cruciale. Ah non, mais c'est crucial. Et d'ailleurs, quand tu me demandes qu'est-ce qui détermine le goût d'un cacao, je pense que la fermentation prime sur le terroir. Parce qu'elle dure combien de temps, la fermentation ? Donc, tu as 3 jours de fermentation alcoolique et 5 à 9 jours de fermentation acétique. Ça dépend des fèves. Moi, je pensais que le goût, tu vois, avant de venir, en étant totalement néophyte, sans avoir aucunement cherché des informations, c'était au niveau de la torréfaction. J'imagine que c'est l'étape qui suit ou... Oui. Alors, après la fermentation, il y a le séchage. Ouais. Donc, on va sécher les fèves parce que de toute façon, elles n'ont pas le droit d'être transportées si elles n'ont pas atteint 7% d'humidité. Et comme on est à 70% d'humidité dans le bac, tu as vraiment besoin de redescendre en humidité les fèves. Sinon, ça pourrit, ça moisit et tu peux pas exploiter les fèves à l'arrivée, donc ça sert à rien. Et surtout, les assureurs ne veulent pas t'assurer. Et la torréfaction ne se fait pas sur place. Elle se fait... Majoritairement dans le monde, la torréfaction se fait dans le pays consommateur. Le chocolatier veut gérer cette torréfaction, justement ? T'as tout à fait raison. Hein. La torréfaction va encore façonner le produit. C'est-à-dire que tu peux donner le même lot de fèves à 2 chocolatiers, ils vont faire une torréfaction différente, t'auras 2 chocolats qui vont vraiment avoir des goûts différents. Et là, fais-nous rêver un peu, ça sent quoi quand on torréfie le chocolat ? Quand on torréfie le chocolat, ça sent la gourmandise. Ça sent vraiment le gâteau au chocolat. C'est une odeur très chaude, très épicée, épice douce. C'est très réconfortant. C'est même enivrant. En fait, quand t'es dans la chocolaterie et que t'as une torréfaction en cours, ça sent tellement fort que... T'as l'impression de manger, en fait. que t'es enveloppé. Et oui, c'est très enveloppant comme odeur. Et en fait, la torréfaction, elle est importante parce que c'est une étape cruciale pour garantir aussi les arômes. C'est-à-dire que la torréfaction peut tuer les arômes. Notamment si jamais la torréfaction est trop forte et que tu brûles les fèves, non seulement il n'y a plus d'arômes, mais en plus de ça, la fève qui était joliment violette quand elle était fraîche et qui va brunir avec la fermentation et le séchage, bon, elle va devenir noire. Donc en fait, tout ce qui est calciné dans la nature a évidemment un goût très âpre et cette amertume d'ailleurs qui est très désagréable. Parce que l'amertume, souvent, c'est une saveur qui est difficile pour l'homme parce que c'est une saveur déjà qui s'acquiert. On apprend à aimer l'amertume. Ce qui est inné, c'est vraiment le goût, l'appétence pour le sucré et pour le gras. Ça, c'est vraiment depuis qu'on est bébé. Voilà, l'homme a un ADN formaté pour cette saveur-là et ce goût-là. Mais l'amertume, pas du tout. Et d'ailleurs, on voit dans l'historique que l'amertume était aussi quelque chose qui prévenait l'homme d'un danger. Donc, dans la nature, dès qu'une plante était amère ou un fruit amer, ils se disaient, attention, c'est peut-être un poison. Et donc, du coup, ces réflexes, tu vois, très ancestraux, sont quand même présents et ça reste une saveur qui peut faire la grimace. Et donc, du coup, moi, je vois très bien, dans la consommation de chocolat, on démarre tous par quelque chose de plutôt sucré, soit du chocolat blanc, soit du chocolat au lait. Et puis, on apprend à aimer le chocolat noir. Il y a vraiment un rite initiatique. Et plus on est initié, plus on est guidé, plus on apprécie le chocolat noir. Et moi, j'arrive vraiment pour aussi éduquer les personnes à apprécier non pas seulement le chocolat noir, mais le chocolat noir aromatique. Parce qu'en fait, le bon chocolat a des arômes très différents et on soupçonne pas qu'un chocolat peut être acide, avec des notes de citron, de pamplemousse ou de framboise. Et en fait, la partie éducationnelle est très importante pour savourer ce chocolat aromatique.
Quand tu parles d'un chocolat aromatique, c'est un chocolat qui a été spécialement torréfié pour devenir aromatique ou est-ce que c'est inhérent au chocolat qu'il est aromatique? C'est une question très complexe parce qu'en fait, le cacao, il est aromatique si tu prends soin de lui. C'est-à-dire, si tu cueilles ton fruit à maturité, si tu fais une jolie fermentation en respectant les process, les températures et le développement des arômes, parce que c'est là où se développent les arômes du cacao. Si le séchage se fait bien, en respectant les process aussi pour éviter que l'acidité soit renfermée dans la coque. Voilà, donc il y a vraiment toute une gestuelle, si tu veux, à faire. Et après, une torréfaction douce pour respecter les arômes, notamment les arômes fleuris, végétaux, qui sont très fragiles et qui peuvent partir avec la torréfaction. Le problème, c'est que l'industrie du cacao aujourd'hui, elle n'est pas dirigée vers la promesse aromatique. Je vais m'expliquer, c'est que la majorité du cacao produit aujourd'hui dans le monde est destiné à créer un ingrédient et une matière première, qui est le cacao, destiné soit à faire du beurre de cacao pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique, donc tu n'as pas besoin d'avoir un cacao aromatique pour cela, ou pour faire un produit très industriel et très sucré où il n'y a pas de goût cacao, donc tu n'as pas besoin d'une qualité aromatique pour cela. Mais en fait, on s'en moque parce que c'est pas cher. Et la destination n'est pas aromatique. Donc en fait, depuis 25 ans maintenant, il y a un mouvement, une nouvelle filière qui s'appelle la filière du cacao aromatique. C'est comme le café de spécialité. On appelle ça, nous, le cacao aromatique, mais ça pourrait être le cacao de spécialité. Et donc, du coup, ce sont des sourceurs qui disent, OK, donc on va pas acheter le bulk, le standard à la bourse, qui n'a aucun goût et dont on n'a aucune traçabilité et on ne sait pas comment ça a été processé. Et on sait à quel point c'est important, le process. Donc, on va créer des filières où on est vraiment main dans la main avec les planteurs. On va leur donner un cahier des charges très précis pour obtenir vraiment l'assurance que tout a été respecté. Et là, tu as les cacao aromatiques. Donc aujourd'hui, voilà, t'as des sourceurs dans le monde qui vendent ces cacao aromatiques aux chocolatiers qui veulent vraiment acheter de la qualité. Tu parlais tout à l'heure de l'école que tu as créée. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi cette école? Et c'était dans cette idée de former des gens à la dégustation et de les initier au cacao aromatique noir? Exactement. En fait, ça fait 15 ans que je fais de la formation en direct, tu vois, soit via mes ateliers à la boutique, soit à travers les formations que je fais chez les professionnels où je me déplace partout dans le monde. Et en fait, à chaque fois, c'était les mêmes besoins. C'est-à-dire que les personnes ne savaient pas comment déguster, n'avaient pas la méthode, n'avaient pas le vocabulaire, n'avaient pas la conscience qu'il existait aussi plein d'arômes dans le chocolat, dans le cacao. Et donc du coup, en fait, quand tu n'es pas au courant que tu peux trouver des notes briochées, de végétales, de fleurs ou de fruits exotiques, tu ne les trouves pas, tu ne les devines pas parce que tu n'es pas au courant. Donc l'éducation est hyper importante pour pouvoir vraiment faire en sorte que les personnes apprécient. Et surtout, le point, je dirais même le plus important, c'est que j'apprends aux gens à reconnaître les défauts. Parce que quand tu as un cacao, quand tu reçois des lots de fèves ou quand tu fais ton chocolat, tu as tes critères, des défauts reconnaissables. Et donc du coup, quand les personnes sont pas au courant, ils mettent sur le marché un cacao qui a un problème. Et vous travaillez à chaque fois sur ces 5 sens, justement? Bien sûr. Et donc du coup aussi l'éducation des 5 sens, parce que ça c'est comme un muscle. Tu n'es jamais arrivé au bout de tes capacités. Il faut toujours s'entraîner. Et parfois, t'es pris par ton boulot, t'as pas le temps. Et donc, moi, j'offre cette pause où on s'arrête et on fait travailler les sens. Je guide et j'accompagne. Et c'est vrai que c'est très utile pour les professionnels et même les particuliers qui veulent s'initier. Mon rôle, c'est vraiment d'exercer les sens, d'éduquer la dégustation et de donner toute la culture G sur le cacao et le chocolat pour que les personnes soient vraiment maîtres, critiques, puissent être vraiment indépendants dans leur jugement, développer leur propre goût et puissent vraiment aussi être des bons professionnels. Et qui passent justement par l'odorat, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Tu me disais, moi, j'ai l'impression de passer mon temps à renifler. Le fait d'être chocologue et surtout de t'être intéressée au chocolat comme experte depuis ces nombreuses années, est-ce que tu as l'impression que ton nez s'est également formé? Je ne suis plus la même personne. C'est-à-dire que déjà, j'avais une sensibilité. Tu sais, je t'ai toujours dit que j'étais très sensorielle et qu'il me fallait un métier comme ça. Donc, j'avais déjà une appétence et un talent à développer à ce niveau-là. Et c'est génial parce que le chocolat, pour moi, est un terrain de jeu formidable qui me permet de développer ces talents sensoriels et olfactifs, gustatifs. Et donc, du coup, voilà, je suis contente d'être alignée avec ces talents-là. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la gastronomie en général, parce qu'en fait, dès lors que tu t'intéresses à l'analyse sensorielle, tu es étonné par l'odeur des fleurs, la complexité aromatique d'une huile d'olive, des huiles d'olive, enfin, tout est nuance. Donc du coup, plus tu prends conscience de ça, plus en fait, t'essayes de déguiser tes sens. C'est vraiment ça. Et pour moi, l'odorat, c'est crucial parce que comme l'odorat est très puissant et vraiment le premier paravent devant le bulbe olfactif qui va détecter tous les goûts, les arômes,
plus on travaille l'odorat, plus on va aiguiser son goût. Ce qui est incroyable. Et moi, tous les experts du goût que je connais dans la gastronomie, ils ont un odorat incroyable. Ça va de pair avec cette expertise du goût. Donc, du coup, oui, c'est vrai que je renifle tout avant de le mettre en bouche. C'est vraiment un réflexe. Et même quand j'arrive dans un endroit, dans un nouveau restaurant, dans une forêt, je renifle. Je sens. C'est ma première lecture. C'est comme ça que je rentre, si tu veux, en contact avec les choses. Le chocolat, c'est quand même une odeur très forte, très puissante. Quand on est dans une fabrique de chocolat, là, par exemple dans ton atelier, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir sentir toutes ces notes aromatiques? Moi, c'est ça qui me fascine. Parce que le chocolat, finalement, comme ça, oui, ça sent le chocolat, mais de déterminer derrière que tu sens des notes citronnées, des notes... Quand tu es dans une chocolaterie, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'odeurs. Donc, tu sens le chocolat, mais il y a énormément de choses. Souvent, tu sens d'ailleurs l'acidité des fèves. C'est souvent une odeur très caractéristique des chocolateries. Si jamais t'es du côté des fèves, de la torréfaction et même du broyage, et dès lors que tu arrives sur le chocolat final, qui fond, qui est coulant, t'es plus sur des notes cacaotées, chocolatées, de gâteau au chocolat, on va dire. Mais c'est vrai que quand je parle de notes aromatiques du chocolat, c'est vraiment dans la dégustation du chocolat noir, de la tablette. En fait, on se rend compte que un chocolat aromatique développe vraiment une mélodie. Tu vois, moi, je joue beaucoup au piano, je suis musicienne et je suis très sensible à chaque note, elle résonne de façon différente. Et en fait, en bouche, quand tu as un chocolat de qualité, vraiment, il va se développer et t'offrir plein de notes aromatiques différentes. C'est très éphémère. En fait, c'est tellement éphémère que tu oublies. Moi, je suis tout le temps avec un crayon et un papier et je note tout ce qui arrive de façon azimut, parce qu'en fait, la note aromatique, elle vient, elle repart, et peut-être qu'elle se représentera pas. Donc, c'est ça qui est difficile en dégustation. Et ce qui est difficile aussi, je me rends compte, c'est que les personnes qui sont avec moi en atelier me disent, mais Victoire, je sens plein de choses. Je vois que c'est fruité, mais je sais pas quel est le fruit. Et en fait, pour identifier, il faut avoir mémorisé. C'est vraiment comme un parfumeur. Tu vas pouvoir me donner aussi le miroir par rapport au parfum, mais moi, j'ai identifié 4 piliers pour l'expertise. Le premier, c'est la concentration. C'est-à-dire que manger ou déguster, c'est pas pareil. Donc, concentration. Après, il y a la stimulation des sens. Pareil, manger, mâcher, avaler, c'est différent de décortiquer, regarder, sentir, mâcher et regarder le goût. Donc, tu as la concentration, après la stimulation sensorielle et après, tu as la mémorisation. Et en fait, faire l'effort de goûter tout, que ce soit le café, un fruit au restaurant, une épice. Moi, je suis tout le temps à ouvrir les pots, à sentir, à goûter. J'arrive chez un chocolatier ou un restaurateur, je dis fais-moi goûter ça, et je veux le produit pur, en fait, avant qu'il soit travaillé dans un plat. Ça m'intéresse vraiment de goûter, de mémoriser. Et ensuite de ça, le 4e pilier de l'expertise, une fois que tu as mémorisé, c'est évidemment la reconnaissance et le vocabulaire. Si jamais tu ressens plein de choses, mais que tu es incapable de restituer, de partager ce que tu ressens, c'est frustrant. Il y a un blocage. Donc un vrai expert, c'est quelqu'un qui arrive à exprimer ce qui est le plus dur, de mettre des mots sur des sensations. Comme dans la vie en général, c'est toujours difficile de mettre des mots sur des sensations. Pas forcément que pour le chocolat. Quelle est ta Madeleine de Proust? Tu es née dans quelle odeur? Je pense que ma Madeleine de Proust, c'est plusieurs choses. C'est le parfum de ma maman, parce qu'elle met beaucoup de parfums. Ça a toujours été très présent à l'appartement. C'est un parfum plutôt voluptueux, plutôt frais, plutôt suave, plutôt... Non, c'était plutôt musqué. Je pense pas qu'elle porte des parfums citronnés, fleurs d'oranger. C'est pas le souvenir que j'en ai. Et c'était aussi l'odeur des pot-au-feu, tu vois, des plats en sauce préparés le dimanche. Ça embaumait la maison et c'est vraiment quelque chose qui reste très fort. C'est aussi l'odeur du chocolat chaud à Noël. On patientait pour la messe de minuit avec le chocolat chaud que ma grand-mère préparait. Et là, je me souviens, cette odeur, dès que je sens du chocolat chaud, je pense à ma grand-mère et... à cette nuit de Noël. Exactement. C'est vraiment incroyable. Ça apporte énormément d'émotions. Et puis, je dirais que c'est l'odeur de la moto de mon père. Mon père a passé toute sa vie sur une moto. Et il m'emmenait beaucoup, d'ailleurs, acheter les tablettes de chocolat chez les artisans. Je montais derrière lui le samedi. Et pour moi, cette odeur de moto de cuir, il avait une ancienne Suzuki avec une assise en cuir et ça avait beaucoup d'odeurs entre le moteur et ça. Ouais, ça, c'est vraiment mes odeurs d'enfance. Quelles sont les odeurs les plus étonnantes qu'on peut mélanger avec du chocolat et que tu aurais testé, ou des ingrédients étonnants qui puissent contrebalancer? Parce que, encore une fois, le chocolat a une odeur très puissante. Donc, je sais que les chocolatiers testent beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des chocolats que tu as dégustés et qui étaient étonnants dans leur approche olfactive? J'adore les associations. Donc, il y en a plein qui arrivent en tête. Il y a une odeur très forte aussi, c'est la fève tonka.
Et je trouve que les desserts avec de la fève tonka, quand c'est bien dosé, c'est une alliance très réconfortante, très douce, très chaude, très gourmande. J'ai aussi un chocolat au lait à la fève tonka et ça a été beaucoup de travail pour le mettre au point parce que le dosage est tellement important. Ce fameux équilibre qui fait que c'est bon ou c'est pas bon, en fait. Je pense que c'est une association chocolat fève tonka qui vraiment reste magique et que j'apprécie énormément. J'ai déjà dégusté un chocolat à la betterave. Ouais, c'est tout à fait étonnant. Il y a aussi une association de goûts qui m'étonne toujours, c'est dans le chocolat cru. Je trouve que tu trouves des notes de café vert, un peu d'artichaut, de petits pois, en fait. Et donc ça, c'est dans le chocolat cru. Ça m'étonne toujours, en fait. Et c'est pour ça que j'aime le chocolat torréfié, parce que je crois que j'aime la gourmandise. J'aime cette fameuse réaction de Maillard qui apporte les côtés toastés, le côté mielé, le côté épicé du chocolat que t'as pas du tout sans la torréfaction. Le cacao peut s'utiliser sans être torréfié ? Écoute, il y a quelques marques qui ont commencé à faire du chocolat, oui, avec du chocolat cru. Donc ça donne des goûts très verts, comme je décrivais. Et du coup, en plus de ça, avec de la date, souvent. Donc pour moi, tu sors du goût chocolat. C'est une recette tout à fait sympa et parfois délicieuse. Mais on sort de l'ADN chocolat qui est vraiment défini par ces process de fermentation, séchage et torréfaction. Les Mexicains utilisent le chocolat de manière épicée et dans des plats salés. Mais ils ont raison parce que déjà, le cacao, c'est une épice au même titre que la vanille, la cannelle, la cardamome, le curry, etc. Donc en fait, il y a même plein de chefs qui s'amusent à utiliser le cacao. Donc soit le 100%, soit la fève de cacao, soit le gruau dans leur plat. Et ça apporte des parfums, ça apporte parfois de l'amertume pour contrebalancer quelque chose de plus doux. Donc c'est très intéressant et moi j'adore cette cuisine mexicaine avec le mole, ce fameux poulet avec la sauce cacao. Moi, j'adore le cacao avec l'avocat, par exemple. Donc un petit avocatos avec du gruau de cacao, je trouve que c'est hyper sympa. J'ai aussi une recette de poulet maya où j'enduis, en fait, je mets des fèves de cacao dans le cul du poulet, je l'endosse de crème avec de la fève tonka, donc c'est très parfumé. Et en fait, il cuit dans une croûte de cacao et je fais une petite sauce chocolat à côté et c'est vraiment délicieux ce côté. C'est même pas sucré-salé, c'est vraiment utiliser le chocolat autrement. Parce que la sauce chocolat que tu fais à côté, elle est intense, non, c'est un 70%, donc elle est pas amère, elle est un petit peu sucrée, mais en fait, c'est ce goût chocolat qui se marie quand même super bien avec la volaille. Alors, en parlant de mariage, qu'est-ce que tu conseillerais comme mariage quand on déguste un chocolat ? Tu conseilles de boire quoi avec ? Alors, ça dépend dans quel exercice on est. Si je suis en analyse sensorielle, je vais boire que de l'eau. Mais si jamais je suis dans un moment de plaisir et de partage et que j'ai envie d'explorer l'éventail de goût du chocolat et de ses associations, je pense évidemment aux spiritueux, au vin, aux alcools, au thé, au café, au fromage. Fromage. Ouais. Ah oui. Moi, j'aime bien explorer les associations. Donc, j'aime bien créer des expériences inédites autour du chocolat. J'aime bien surprendre. J'aime bien casser les codes. Et en fait, je me souviens pour les 10 ans de ma marque, j'avais organisé une grande soirée avec mes clients et je me suis dit, il faut que je leur présente quelque chose qui détonne. Ouais, qui détonne un peu et qui se disent... Qui bouscule un peu les habitudes. Qui les bouscule, exactement. Tout en restant évidemment bon. Il s'agit pas qu'ils repartent en disant « Ah, c'était affreux ». Et en fait, j'ai travaillé avec le meilleur ouvrier de France affineur de la maison Bordier, qui est en Bretagne. Donc, ils font évidemment des beurres extraordinaires, mais ils font aussi du fromage. Donc, on a travaillé en collaboration pour créer des accords où, en fait, le chocolat qui était soit une ganache, soit un praliné, qui a une forme plutôt carrée ou rectangulaire, c'était comme le toast. Et en fait, par-dessus, on rajoutait un morceau de fromage qui avait la même dimension que le chocolat. Et en fait, ça se dégustait comme ça, ensemble. Et c'est très amusant. On a fait, ça va te parler parce que, par exemple, sur le praliné à la noix, j'ai un praliné à la noix de Grenoble que j'adore. Et en fait, on a mis un morceau de brie. Et donc, du coup, c'est comme si le chocolat est devenu le toast à la noix qu'on fait souvent. Et en fait, t'as vraiment un accord hyper gourmand. Sur une ganache framboise, on a mis un petit morceau de brie à Savarin, très crémeux et lactique, avec le côté framboise confituré. Et puis après, on avait pris une ganache poivre de Timut, qui est un poivre du Népal, qui a des effluves de fleurs d'oranger, de fleurs exotiques et de pamplemousse. Et donc c'est un poivre qui est très élégant. Et donc du coup, par-dessus, on a mis un morceau de comté d'été, qui est aussi très fleuri. Très fleuri. Voilà. Donc on a joué sur cette association. En fait, il y a toujours un petit trait d'union ou un point commun qui permet de lier ces deux ingrédients étonnamment contradictoires. C'est ça. Soit il faut un trait d'union complémentaire, par exemple le brie et la noix. On sait que ça marche, et donc du coup on joue sur ça. Et les fruits secs quand même marchent très bien avec le fromage. Soit en effet il faut un trait d'union avec une note aromatique qui crée l'harmonie. Je pensais, brie à Savarin, confiture, c'est parce que c'est une association qu'on aime déjà. Donc c'est même quelque chose qui est assez ancré dans nos papilles.
Mais par exemple, oui, le Timut avec ce côté floral et le fromage floral, bien sûr. Une ganache aux fruits rouges avec la Syrah, par exemple, ce vin de la Côte-du-Rhône qui a vraiment ces notes de fruits rouges avec la fin épicée. C'est intéressant parce qu'en fait, on est vraiment sur une harmonie de fruits en bouche, apportée soit par un liquide, soit par la crémosité du chocolat. Il y a des mariages gustatifs justement avec le chocolat qui sont un peu classiques et indiscutables. Notamment, je pense aux orangettes, je pense tu as parlé des fruits secs, c'est des impondérables. Pourquoi? Est-ce que tu saurais l'expliquer? Est-ce que c'est culturel? En fait, ce que je remarque en France, c'est qu'on a un savoir-faire unique et ancestral, parce qu'on travaille le chocolat depuis 200 ans. Et en fait, ce savoir-faire n'existe pas à l'étranger. Et on a aussi une richesse d'ingrédients sur nos terres qu'on n'a pas forcément en disponibilité ou de façon aussi accessible ou naturelle chez d'autres. Et en fait, ce savoir-faire de confiseur, parce qu'on va vraiment parler de confiserie, qui est unique, fait que, en fait, en France, on a la chance d'avoir des recettes incroyables, en effet, comme des oranges confites, enrobées de chocolat. Ça, c'est une vieille recette, avec les fruits secs, parce qu'on a énormément de fruits secs qui poussent sur nos terres. Donc, du coup, la gourmandise fait qu'on a fini par les enrober de chocolat. Donc oui, on connaît ces recettes-là, mais je partirais avec ces recettes-là aux États-Unis ou en Amérique latine, ils connaîtraient pas. Ça serait nouveau pour eux comme association. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en France, on a tellement de recettes, on a vraiment développé notre goût et on est aussi le seul pays européen à manger autant de chocolat noir. Parce qu'en fait, la majorité de la consommation du chocolat dans le monde, c'est le chocolat au lait. Donc en fait, dans le monde, les gens connaissent le chocolat mais sans connaître le goût cacao. C'est ça qui est intéressant. Et donc du coup, c'est pour ça que mon travail de pédagogie et d'éducation prend tout son sens quand on voit à l'échelle mondiale. Alors on a de la chance, en France, les gens aiment le chocolat noir, c'est entre 30 et 40% de la production et de la consommation. Donc ça veut dire que y a une grande majorité qui quand même mange du chocolat noir, ce qui n'existe pas ailleurs. Et quel est le mariage gustatif le plus répandu, le plus apprécié? Ça dépend vraiment des goûts, mais je pense que le praliné, ça reste quand même un must-have. Tu vois, le côté fruits secs, caramélisés avec du chocolat. T'as l'impression que tout le monde a été biberonné avec ça. Enfin, c'est vrai. Tout le monde adore ce goût-là. Et je pense que quand notre palais évolue, il évolue toujours vers quelque chose de moins sucré. Donc, plus de chocolat noir et donc, du coup, peut-être moins praliné aussi. Tu vois, mais le goût, je dirais vraiment majoritaire, ça reste quand même, les gens aiment le sucre et la praline et les noisettes. C'est vraiment les puristes qui préfèrent le chocolat noir intense et les ganaches. Merci beaucoup Victoire pour ce voyage olfactif dans le monde du cacao. Merci Charlotte, à bientôt. Pour continuer votre apprentissage chocolaté, dégustez le compte Instagram de Victoire Finaz, la chocologue. Mais aussi découvrez son école du chocolat et ses ateliers et testez ses recettes avec ses 2 livres, Chocolat du plaisir à la santé et L'art de la chocologie et de la dégustation. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Gautam Shukla a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.